Bonjour à toutes et à tous et le temps passe et on se retrouve à nouveau 4 semaines après notre première sélection comics du mois de janvier et bien cette fois-ci pour un nouvel exercice de sélection pour les sorties du mois de février et toujours avec mon ami Dope. Et oui, bonjour Stéphane, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent et ça fait plaisir de se retrouver. On va essayer d'installer ça de manière régulière pour que vous ayez tous les mois notre petite sélection. C'est vrai, parce que c'est vrai qu'on a de plus en plus l'habitude de se retrouver un peu tous là, entre le podcast sur les sélections comics, le podcast sur les X-Men. On espère bien en enregistrer un très rapidement là sur les sorties de la deuxième salve de la période From the Ashes avec l'ami Benjamin. Et puis on égrène petit à petit quelques comics. Et puis on se disait qu'on se préparerait peut-être aussi une émission de réaction au trailer des 4 Fantastiques qui est comme on avait fait pour Superman, ouais. Exactement. Mais pour l'heure, aujourd'hui dans notre émission La Sélection Comics, février 2025, le principe est le même que le mois dernier et sera le même dans les mois qui viennent. L'émission, je l'ai un peu surnommée 10+10, puisque en fait le principe c'est que Doupe, tu sélectionnes dans la liste de toutes les sorties librairies 10 comics que tu veux conseiller ou sur lesquels tu penses que ça peut être intéressant. Ouais. Et puis moi, idem. Et il peut très bien y avoir des comics croisés, c'est-à-dire où on a choisi tous les deux les mêmes. Donc ça ne vous donnera pas forcément 20 comics à acheter ce mois-ci, probablement même moins, mais en tout cas ça vous donnera une petite idée de ce que vous pouvez éventuellement lire. Et encore une fois, ce ne sont que nos goûts à Doupe et moi. Ouais. Et on sait qu'on n'a pas des goûts fantastiques, donc ensemble. Ça avance. Ah, on a des goûts de vieux cons, nous on aime que les vieux trucs. Bon, non, pas tout à fait, mais ça permet de déblayer aussi un petit peu, puis ça permet en fonction de chacun. Puis l'idée, c'est qu'à force de nous connaître, Doupe et moi, vous puissiez, en fonction de nos goûts, voir si telle ou telle sortie, ça a une chance de vous plaire ou pas. Voilà. Vieux con et Stéphane, un peu aussi, mais un peu moins vieux, c'est tout. Sympa, ça commence, ça fait même pas 5 minutes, je suis déjà traité de vieux con. Ça oui, c'est ça. Alors, je vais sortir ma petite liste et on va commencer à égrener ça tous les deux ensemble si tu le veux bien, mais en même temps, si tu le veux pas, c'est un peu con parce que c'est le but. Donc, moi, j'ai noté ce mois-ci. Allez, c'est parti. Ce mois-ci, chez Panini, c'est le retour de la collection Panini Poche. Et dans cette collection, donc à petit prix, c'est une collection budget, il y a plusieurs titres que je trouve intéressants, mais j'en ai noté un en particulier. C'est un peu mon coup de cœur dans les sorties dans cette collection ce mois-ci. C'est le Amazing Spider-Man par Straczynski, tome 1. C'est une période que moi j'aime beaucoup. Donc c'est Straczynski et John Romita Jr. Forcément, moi j'adore John Romita Jr. Ouais, qui vient d'avoir un prix à Angoulême en plus, Romita Jr. là. Exactement, Panini a le nez creux. Ils se sont dit on va le sortir en collection. Ils devaient le savoir avant, mais... Mais alors ce Amazing Spider-Man recoupe les épisodes 30 à 39 de la série, de la deuxième série Amazing Spider-Man. C'est-à-dire qu'ils avaient redémarré pour remettre les choses un peu dans leur contexte, parce qu'on l'a peut-être un peu oublié. Et quand j'ai préparé cette émission, enfin quand je dis préparer, c'est un bien grand mot, mais quand j'ai préparé cette émission, je me suis dit, ouais, ça fait pas sérieux. Je me suis dit, ah bah oui, tiens, on avait complètement oublié, parce que les Amazing Spider-Man qui sont dans cet album, c'est les 30 à 39. Mais alors là, en bon lecteur que vous êtes, vous allez me dire, alors donc du coup, les épisodes 1 à 29, c'était quoi ? C'est John Byrne. Et c'était John Byrne, et puis après une poignée d'épisodes faits par quelques bouche-trous prestigieux, parce qu'il y a eu Eric Larson et puis Lee Wilkes. Mais effectivement, le début de cette nouvelle série, c'était John Byrne. Et John Byrne se barre, et il y a une petite période de bouche-trou, et après, on va chercher Straczynski et John Romita Jr. Alors, Straczynski, il fait un peu table rase de ce qui a été fait par Byrne et il a il met tout par terre. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait attaquer les épisodes là. Voilà. Et d'ailleurs, généralement, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que ces épisodes de Straczynski ont été plusieurs fois réédités, notamment en Icons, dans la collection Marvel Icons, mais qui n'est plus disponible, parce que les épisodes de Byrne, on les a plus revus après leur publication dans le mensuel Spider-Man chez Panini. Et même, je pense que les Spider-Man de Byrne n'ont même jamais été réédités en VO. C'est possible. Mais on va arrêter d'égratigner John Byrne parce que ça me fait un peu mal. J'adore cet auteur. Oui, donc, mais là, il était mauvais sur Spider-Man. C'est vrai que
C'était pas terrible, ça, je dois bien l'admettre. Bon, alors, qui devait relancer la série Amazing Spider-Man après la saga du clone. C'est ça. Il a relancé, il s'est planté, c'était pas bien, et du coup, on a fait venir Straczynski. Alors, Straczynski, c'est un auteur, qui avait connu un gros succès à la télévision, puisque c'était le créateur de Babylon 5, la série. Et du coup, il avait tenté des comics chez Image, notamment Rising Stars. Il avait tenté 2-3 trucs chez Image. Et puis là, on lui avait filé donc les clés de Spider-Man, hein, et il le fait remarquablement bien. Mais tu vas nous en dire un peu plus, peut-être. Oui, alors c'est un début de run, c'est absolument parfait pour démarrer Spider-Man. Moi, je trouve que c'est une des meilleures périodes pour démarrer. On sent vraiment tout l'amour qu'il a pour Spider-Man. Et en plus, il y a quelque chose de non négligeable, c'est qu'il commence à instaurer un concept qui va ensuite faire énormément de petits dans la série Amazing Spider-Man et dans l'univers Spider-Man en général. C'est le principe de l'origine totémique. Bon, alors l'origine totémique, c'est-à-dire qu'en fait, Spider-Man ne devrait pas forcément ses pouvoirs, ou en tout cas uniquement ses pouvoirs à la piqûre d'une araignée radioactive, mais il aurait été en quelque sorte un peu prédestiné à être l'incarnation d'une araignée sur Terre. Mais c'est pas tellement cet aspect-là, parce que cette partie totémique va en fait disparaître au fur et à mesure du temps et on entendra de moins en moins parler. C'est plutôt l'apparition de Morlun, voilà, qui est un putain de super vilain qui en impose. Alors pas forcément graphiquement, mais moi j'ai souvenir, par exemple, quand je les ai lus en VO, ces épisodes, au moment où ils sont sortis à l'époque, je me souviens que il se fait tellement tabasser Spider-Man dans ces épisodes-là, ceux qui sont dans cet album-là, qui est réédité, qu'à un moment donné, j'ai même cru qu'il allait buter Spider-Man, quoi. C'est-à-dire que c'est une des rares fois en tant que lecteur où je me suis dit, putain, mais il prend cher, là. Enfin, il se fait défoncer la gueule quand même, Spider-Man, mais ils vont vraiment le buter, quoi. Enfin, et je me souviens que j'avais mal pour lui, quoi, tellement ça bourrine. Et il y a ensuite un deuxième effet qui se coule à ça. Donc Merlin, c'est un personnage qui va ensuite initier tout un tas de trucs concernant le Spider-Verse. Enfin, le Dan Slott développera ça aussi notamment. Mais vous avez vraiment là les premières graines de compréhension pour tout ce qui se passera par la suite dans les épisodes Spider-Man. Et il y a un autre événement qui est plutôt cool, je trouve, c'est que Straczynski brisait une règle un peu établie, qui était que jamais Tante May ne devait découvrir que son Peter Parker était Spider-Man. Et là, à la fin d'un ensemble d'épisodes, elle trouve le Peter Parker et elle trouve le costume de Spider-Man et elle découvre que Peter Parker est Spider-Man. Et sa réaction est dans cet épisode, dans cet album aussi. Et c'est très très bien. Ouais, c'est très très bien. Alors moi, il était dans ma liste aussi, hein, tu vois. Eh ben voilà. Sincèrement, en plus pour le prix, je crois que c'est 9 ou 10 euros, je vais pas dire de bêtises. 7,99 €. 7,99 €, il y a 10 épisodes qui sont vraiment très bons. En plus, Straczynski, alors pour moi, c'est le dernier grand run, hein, parce que Dan Slott, je le déteste. Voilà. Ah, nous ne sommes pas d'accord. On va en reparler. Bref, pour moi, c'est la dernière vraie bonne période de Spider-Man. Et ce qu'il y a, c'est que Straczynski, il n'a pas eu peur de tenter de faire grandir Peter et Mary Jane, puisque Peter va trouver un travail, il le sort du côté éternel adolescent, ça devient vraiment un jeune couple, quoi, hein, voire même un couple bien établi, et c'est vachement bien, quoi, c'est vachement bien. Bon, il a fallu que ce soit retconné quelques années plus tard, mais clairement, c'est le dernier qui a écrit un Peter Parker qui sortait vraiment de l'adolescence et qui était vraiment un Peter adulte, et c'était vachement bien, il l'a bien trouvé. La relation avec Mary Jane fonctionne vraiment très bien, et il s'est intéressé autant à Peter que à Spider-Man, ce qui est quand même la base, hein, de ce personnage. Et il est aidé par Romita Jr. qui livre pour moi aussi sa dernière grande prestation, parce qu'après, malheureusement, il a continué beaucoup, hein, sur Spider-Man, il a fait beaucoup de choses, mais c'était beaucoup moins bon. Pour moi, ça reste ses derniers très bons dessins.
Voilà. Je suis assez d'accord avec toi. C'est-à-dire que j'ai souvenir que c'est une de ces dernières très grandes périodes. Alors moi, je dirais pas forcément que c'est là, parce qu'il y en a peut-être une qui traîne dans son parcours auquel je pense pas, mais c'est pire. Les Daredevil quand même. Ouais. Oui, mais dans les plus récents. Voilà, non, dans ses prestations plus récentes, il y avait peut-être Kick-Ass aussi, qui était peut-être pas mal. Enfin bon, voilà, mais je te sens pas convaincu. Mais il s'étouffe derrière son micro. C'est en tout cas d'une bien meilleure qualité que ce qu'il produira après par la suite dans son retour sur la série dans une période plus récente, là cette fois-ci. Voilà, ça n'a rien à voir. Là, il était encore en très 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 grande forme. Je ne sais plus par qui il est ancré sur cette période. Scott Hanna. Scott Hanna, qui est son encreur habituel en fait. D'accord. Donc voilà. Écoutez, vivement conseillé. Surtout vu le prix. Hein. Si vous les avez pas, allez-y. Hein. En plus, je pense que Panini sortira tous les tomes. Il y a de fortes chances. Ouais. Donc, faites-vous plaisir. Si vous les avez pas, c'est vraiment un vrai bon moment de Spider-Man. Quoi. Exactement. Toi, Doup, qu'est-ce que tu as d'autre à nous proposer ? On va rester dans ce format-là, le petit format économique, puisque moi, dans ce format-là, j'ai noté les Daredevil par Frank Miller. Eh ben, écoute, je les avais notés aussi, voilà. Pour ne rien te cacher. Voilà, alors c'est... comment dire ? Ce sont les premiers épisodes où Miller n'est pas au scénario, mais où il est au dessin d'abord. Il prendra le scénario un petit peu après en virant Roger McKenzie qui était au scénario et qui livrait, ma foi, 2 épisodes que j'aimais beaucoup. Voilà, c'est les débuts de ce qu'on peut appeler le run iconique de Daredevil. Hein. Alors c'est très super-héros au départ, puisqu'il va affronter Hulk, où je crois qu'il est à l'hôpital, il y a la veuve noire, etc., etc. Miller prend ses marques. Je pense qu'il doit être déjà ancré par Klaus Johnson. Et on sent petit à petit le personnage qui va partir dans le roman noir, et Miller aura les coups des franches pour faire ce qu'il veut à la fin de ce volume-là. C'est vraiment intéressant. Les épisodes sont pas mauvais. Ça se lit encore très très bien. Et puis, c'est du Frank Miller vintage et pour le prix aussi, ça vaut le coup. Ouais, pour le prix, ça vaut carrément le coup. Tu as raison, ta remarque est très pertinente. C'est-à-dire que cet album va vous permettre d'avoir vraiment l'évolution dans un seul volume des épisodes de quand Miller arrive sur le titre et l'évolution très progressive, parce que pendant que tu parlais, j'étais en train de regarder. On démarre au 158, donc il est avec Roger McKenzie. On est sur quelque chose d'assez super-héroïque. Et l'album va jusqu'au numéro 172. Le 172, pour confirmer ce que tu disais, effectivement, il est ancré par Claude Johnson. Et vraiment, la série prend un ton très polar noir. Et c'est un vrai bonheur, quoi. Donc, à noter que ces épisodes sont déjà sortis un certain nombre de fois en intégrale. Ils sont sortis aussi dernièrement, il me semble, dans un omnibus. Et donc, c'est l'occasion, si l'omnibus vous paraissait trop cher ou si vous doutez de la qualité de ces épisodes, sincèrement, déjà, vous avez tort. Vous ne devriez pas douter de la qualité de ces épisodes. Et ensuite, là, ça vous donnera l'occasion, pour un prix quand même assez modeste, 9,99 €, de goûter à quand même ce qui est un des runs de référence dans les comics, quoi. Tu m'as dit que c'était du 158 au... Du 158 au 172. Ah oui, quand même. Donc, là, on a quand même carrément les débuts de... Puisqu'il y aura Elektra. Hein. L'arrivée d'Elektra, c'est dans le 168. Donc, oui, là, vraiment, on a une grosse progression. Puisqu'on part vraiment avec du Mackenzie, avec le tireur... Alors, je sais pas s'il y a tous les épisodes. Je pense qu'il y a un épisode de Ditko au milieu. Enfin, c'est peut-être moi qui me plante. Je crois qu'il y avait une histoire comme ça, mais je sais plus. Voilà. Et je crois que Miller prend la main au 168. Donc, c'est vraiment une grosse progression. Et là, il y a des gros épisodes. Hein. Le 169, quand le tireur devient fou et qu'il voit des Daredevil partout, moi, c'est des images qui me marquent encore. Il introduit le Caïd en tant que Némésis suprême de Daredevil. Non, là, vraiment, faut y aller. Hein. C'est du lourd. Hein. C'est du très, très lourd. Hein. Exactement. C'est quasiment ce qui s'est fait de mieux en Daredevil
depuis très 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 longtemps. Et en tout cas, c'est le modèle que suivent quasiment tous les scénaristes depuis que Miller a réinventé Daredevil. Ouais. Tout le monde essaye de recréer cette époque. Donc plutôt que de lire des ersatz. Ouais, à part Anne Nocenti qui a fait quelque chose de très très bien après, mais Mark Waid aussi, hein, qui a changé de ouais, style. Mark Waid qui a tenté aussi. Ouais, il y en a quand même qui sont sortis un petit peu. Je me rappelle de Karl Kesel qui avait fait un Daredevil sympa aussi. Non, c'était, mais ça reste quand même le modèle. C'est-à-dire quand on pense à Daredevil, c'est le Daredevil de Miller et point barre, quoi. Exactement. Alors moi, tout ce que j'espère, pour tout te dire, c'est j'espère que ils publieront. Bon, ça paraît assez acquis qu'ils publieront l'ensemble du run de Miller sur Daredevil, mais qu'ils publieront ce qui s'est passé après, parce que j'ai toujours trouvé que les épisodes suivants avec Klaus Johnson au dessin, qui donne l'impression qu'il singe Miller, alors que je trouve que c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas de singer Miller. C'est que clairement Miller, il faisait plus les dessins à la fin. Voilà, quasiment, c'est ça. C'est plus peut-être presque plus les dessins de Johnson que les dessins de Miller. Enfin, les deux sont assez fusionnels dans leur style graphique. Bon, après, on pourra reparler de The Dark Knight d'Ecker. Bon, voilà, ça c'est encore un autre problème. Mais j'espère que Panini aura la bonne idée de publier ce qui suit. Alors, autant te dire qu'on les verra pas. Voilà, je vais te casser tout de suite ton rêve. Puisqu'en fait Panini ne publie clairement en VF que des choses qui existent déjà en VO. Ah, donc c'est pas sorti en VO. Or, après Frank Miller, c'est la période de Denny O'Neil qui reprend au Sénat, puisqu'en gros, il y a Johnson qui va rester un petit moment et qui va laisser la place ensuite à David Mazzucchelli. C'est pour ça que j'aurais aimé qu'ils aillent jusqu'au bout. Et bien, ces épisodes ne sont jamais ressortis en VO. Oh, c'est dommage, parce que Johnson tout seul, ça vaut le coup aussi. Alors peut-être pas en termes de dessin, peut-être pas en termes de scénario, pardon, mais en termes de dessin, je trouve ça vraiment intéressant. Et ben voilà. Donc il y aura. Alors ça devrait arriver puisque les Epic Collections en VO chez Marvel sur Daredevil, il en manque un ou deux et je pense que dans le courant 2027 ou 2026. Il devrait sortir ces épisodes-là. Enfin, c'est un Epic qui est très très attendu, les épisodes de Dennis O'Neil. Sachant que dedans, il y a Lady Deathstrike, il y a des choses comme ça. Ça devrait arriver et je pense que le jour où ce sera publié en VO, remasterisé avec des couleurs, tout ça, je pense qu'on y aura droit, mais je crois que c'est même pas sorti en Masterworks. D'accord. Donc bon, après, je te dis peut-être une bêtise. Est-ce que les Marvel Masterworks Daredevil sont sortis, je sais pas si cette période-là est ressortie. Je l'ai jamais vu, moi. Je l'ai jamais vu et pourtant, globalement, là-dessus, moi, c'est le seul truc qui manque pour avoir le run complet de Daredevil. Donc, je t'avoue que non, ils sont pas ressortis. Là, quoique, ils se sont arrêtés au 18. Et qu'est-ce qu'il y a dans le Marvel Masterworks 18? Si, mais ça. 2024. Il y a peut-être une chance. D'accord. Il y a peut-être une chance. Il y a peut-être une chance que ça sorte, mais ça m'étonnerait qu'on le voit tout de suite en petit format. Hein. D'accord. Parce que c'est pas rentable. Hein. C'est pas rentable. C'est sorti il y a 6 mois en Masterworks. Donc les films sont OK. Je vois pas dans quelle collection Panini peut les sortir ces épisodes-là. Franchement, je vois pas. Je vois pas. Je crois qu'on rêve un peu, mais bon. En attendant, les Daredevil par Miller, là, le début du run, c'est vraiment très très bon. Quoi. Vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. C'est très très bien, effectivement. On revient peut-être dans la réalité avec une autre proposition. Moi, j'avais noté alors c'est une réédition, mais moi ça me plaît. Et puis comme j'adore John Romita Jr., c'est la réédition en intégrale de Amazing Spider-Man de l'année 83 de Amazing Spider-Man, avec au scénario Roger Stern et au dessin le nouvellement primé John Romita Jr. Ouais, dans un style qui n'était pas le sien, enfin qui est pas le style qu'il a maintenant. Hein. C'était beaucoup plus
ça faisait beaucoup plus penser à son papa, je trouve, moi. Bah, parce qu'il est aussi ancré en partie par son père dans ces dans ces épisodes-là. Donc, donc il y a une partie. Il y a une partie, je pense. Ouais, enfin, il a des encreurs assez classiques avec lui, donc ça lissait son trait. Il y a son père, il y a Frank j'ai du mal à le dire. Il y a Frank Giacoia, voilà. Et puis il y a Dave Simons et Klaus Johnson aussi. Enfin bon, il y a Aidan Green qui commence à apparaître aussi. Green. Voilà. Donc ce sont les épisodes avec le super bouffon. Donc c'est la grande période de Spider-Man. Alors évidemment, ce sont des épisodes un petit peu rétro, mais c'est quand même très. Ouais, ça se lit bien, ça aussi. Moi, il est pas sur ma liste, celui-là, mais ça reste des bons épisodes de Spider-Man. John Romita Jr., il est hyper lisible avec une ligne assez claire. Les scénarios de Roger Stern sont vraiment très bons. Ouais. Bon, c'est peut-être un peu connecté avec le super bouffon. L'histoire du super bouffon, elle est très compliquée. Donc, il n'y aura pas tout, mais oui, ça reste quand même des épisodes qui sortent du lot. Ouais, je dirais pour des lecteurs, des néophytes ou des jeunes lecteurs qui voudraient découvrir ce qu'était Spider-Man, une version un peu oldies, un peu vintage de Spider-Man, mais sans aller jusqu'aux années 60 avec Ditko, parce que le dessin pourrait peut-être trouver ça un peu trop vieux. Je trouve qu'on est dans une espèce de bon compromis, c'est-à-dire que le style de Romita, il est quand même encore relativement dynamique, ça fait pas trop vieux, quoi, tu vois, et je pense que ça peut passer. Donc c'est pour ça que je l'ai choisi, je trouvais que ça faisait une belle résonance avec le run de Straczynski. Ouais, et puis là, ça va permettre de voir l'évolution du style de John Romita Jr., quoi. Exactement. Bon, c'est une réédition, il est déjà sorti, donc si vous avez déjà l'intégrale 83, ne bondissez pas. Elle est déjà dans vos rayonnages probablement. Voilà, c'était ma deuxième proposition. Bon, bah moi je vais rester dans les intégrales alors du coup. Alors allons-y, vas-y. Eh ben l'intégrale Howard le Canard, c'est obligatoire. Alors c'est l'intégrale 77-79 me semble-t-il. Je vais te confirmer ça tout de suite. Avec la fin, la fin du run de Steve Gerber, le créateur du personnage, toujours Gene Colan au dessin. Ouais. Moi, alors tu m'avais dit que t'étais pas très fan, toi, de Howard. Bah, en fait, à l'époque, je les ai pas lus quand c'est sorti. Je sais que j'avais acheté. Il y avait déjà les premiers épisodes qui étaient sortis dans la collection Hachette, le meilleur des super-héros, là, il y a quelques années. Mm-hmm. Et j'étais resté assez froid devant ce truc-là. Alors que, tu sais, c'est toujours ce côté. Tout le monde te dit que c'est vachement bien, qu'il faut que tu lises parce que c'est super, etc. Et tu commences à lire, et puis ah ouais. Ouais, alors, non, ça me plaît pas. Alors c'est pas que c'est pas bien, c'est que ça m'a pas plu. Voilà. Les premiers épisodes, Steve Gerber, il se cherche un peu, il trouve son ton quand il y a Gene Colan qui débarque. Donc il va très très loin. Pour moi, c'est un des comics les plus provocateurs de chez Marvel, limite de tous les temps, où c'est rentré dedans. Vraiment, c'est de la parodie, c'est de la critique sociale, c'est de la critique politique. Là, on a la fin de son run, qui est pas le meilleur. Franchement, ça reste bien. Hein, ça reste bien. Les gros épisodes étaient en fin du premier volume. Ouais, pour moi, c'est vraiment un indispensable. Je suis très content que Panini ait sorti l'intégrale Howard le Canard. Ouais, c'est surprenant quand même. Hein. Enfin, ouais, c'est un choix éditorial assez surprenant quand même. Ouais. Enfin... Après, c'est vite fait, puisqu'en 2 intégrales, ils plient aussi le truc. Ils prennent pas beaucoup de risques. Allez-y, si vous aimez les satires sociales, alors tout le monde est en train de dire ah là là, Garcenis, The Boys, qu'est-ce que c'est provocateur, gna 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 gna. Celui qui a tout lancé, c'est Howard le Canard. Enfin, c'est Steve Gerber qui a osé balancer des choses assez incommodantes. Il y a même de la zoophilie. À un moment, on va pas se mentir. Chez Marvel, voilà, et c'était pas Marvel Max ou c'était pas c'était vraiment chez Marvel mainstream, voilà. J'ai une grosse passion pour Howard le Canard. Gene Colan, je trouve qu'il fait son meilleur boulot. Vraiment, Gene Colan. Mais c'est aussi, Gene Colan, qui est un de mes dessinateurs favoris
qui livre limite une de ses meilleures prestas, Steve Gerber qui pousse les limites, qui pousse tout ce qu'il peut faire dans ses retranchements, dans les années 70, c'était nouveau. Voilà. Et rien que ça, pour les gens qui aiment les comics un petit peu, ceux qui sont passionnés un peu par l'histoire des comics, ce genre de choses, c'est indispensable. Et moi, je suis pile dans la cible. Alors bon, je vous avoue que moi, ces épisodes, je les ai déjà, mais moi, je vous conseille, si vous aimez les comics un peu différents, où vraiment les auteurs ont pas peur de pousser vraiment les potards au maximum. Alors après, dans cette intégrale, il y a les derniers épisodes, une fois que Gerber est parti, parce qu'en plus, il s'est vraiment fâché avec Marvel. D'accord. Donc, c'est repris par du Bill Mantlo, tout ça, c'est pas tout à fait pareil, quand même. Mais voilà, si vous avez l'occasion de trouver ces deux intégrales-là, franchement, allez-y, c'est des pierres angulaires, pour moi, de ce que pouvait proposer un peu toute la contre-culture chez Marvel à l'époque. En tout cas, c'est une proposition qui est intéressante et même si moi c'est pas ma cam, j'avoue que c'est un truc à essayer en tout cas. Clairement, voilà, ouais. Parce que c'est un marqueur. En tout cas, c'est pour l'originalité du titre. Clairement, c'est à essayer. Voilà. Ouais, et puis il y a quand même 15 épisodes plus un annuel. C'est quand même pas mal dans l'intégrale. La première intégrale était déjà assez volumineuse. C'était déjà un beau bébé. Moi qui aime bien acheter au poids, j'avoue que je suis resté tenir le bouquin longuement en librairie en me disant quand même, allez, c'est un beau bébé. Et puis finalement, non, j'ai pas sauté le pas parce que mes souvenirs de lecture sont revenus. Mais j'avoue que si on est, ne serait-ce que par curiosité, ça vaut le coup de l'essayer et de le regarder. Et puis là, pendant qu'on parle, je suis en train de feuilleter des épisodes et c'est vrai que ça part dans tous les sens et c'est assez délirant, effectivement. Les derniers épisodes sont dessinés par Carmine Infantino, non, c'est pas ça. Là, moi, j'ai Val Mayerik, Mayerik, voilà. Mais c'est foufou, quoi, comme série, clairement. Ouais, et pour que moi, c'est pas vraiment mon style, les trucs un peu foufou, là, pour moi, ça marche à fond la caisse, quoi. Alors, donc, on note Howard the Duck pour Monsieur Doop. Ouais. Eh bien, écoutez, même si moi, comme je l'ai dit, c'est pas mon truc, je valide amplement parce que ça vaut le coup d'être. Si vous ne connaissez pas, ça vaut le coup d'essayer. Par contre, j'ai aucune idée de savoir si on peut démarrer par ce tome 2. Non. Vraiment démarrer par le tome 1. Faut attaquer avec le tome 1. Et en plus, c'est là où il y a les meilleurs épisodes, en fait, le tome 1. Voilà. Continuons. Alors moi, je vais revenir sur Spider-Man, parce que le mois de février, c'est le mois de Spider-Man. Il y a beaucoup de sorties sur Spider-Man. Et donc, il va y avoir scission dans la force, puisque moi, j'aurais tendance à vous conseiller le dernier tome des Deluxe consacré au run de Dan Slott. Alors, bon, tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu n'aimes pas du tout le run de Dan Slott. Moi, je l'aime beaucoup, du début à la fin, même si à la fin, on sent qu'il est quand même à bout de course et que ça s'essouffle un petit peu. Malgré tout, moi j'ai une grosse affection pour ce run parce que je l'ai suivi de bout en bout et j'ai apprécié de bout en bout. Moi je fais partie de ceux qui ont beaucoup aimé par exemple Superior Spider-Man, etc., etc. J'ai beaucoup aimé que Dan Slott se joue avec beaucoup d'éléments et jongle avec beaucoup d'éléments de l'histoire de Spider-Man et qui n'hésite pas en fait à faire certains trucs auxquels on n'avait pas pensé ou auxquels personne n'aurait jamais pensé. Ce dernier tome vient assez rapidement après la sortie du précédent, parce que le précédent c'était en fin d'année dernière. Alors, quand même, histoire de lui donner quelques chances et pour éviter que Doop ne critique totalement ce choix, sachez tout de même que c'est scénarisé par Dan Slott, mais au dessin, nous avons quand même Stuart Timonen et Marcos Martin, ce qui est quand même pas dégueu. Ah bah oui, là pour le coup... Bon, voilà. Là, je peux rien dire, moi. Tu me sors Stuart Timonen et Marcos Martin. Bon. Donc, non, moi, je vais pas revenir sur Dan Slott. Non. Tu vas pas revenir. j'ai pas aimé l'esprit, j'ai pas aimé l'écriture, j'ai pas aimé son comique Alors que moi, j'appréciais beaucoup Dan Slott qui avait fait une série extraordinaire, une mini-série Arkham Asylum, qui est vraiment extraordinaire. C'est Miss Hulk, j'avais adoré.
Et puis là sur Spider-Man, au bout de 5 épisodes, il m'a fait arrêter Spider-Man. C'est vraiment la personne qui m'a fait arrêter Spider-Man. C'est dur. Non, mais c'est pas dur, c'est vrai en plus. Que je n'ai jamais repris depuis, d'ailleurs. Voilà, après, c'est quand même un run qui a fonctionné. Ça reste un run important dans Spider-Man. Certains diront que c'est le dernier grand run. Après, derrière, ça a été beaucoup plus compliqué Enfin, on a reparlé de Spider-Man grâce à Dan Slott, ça, on peut pas lui enlever. C'est clair. Quoi qu'on pense, la longévité de ses qualités scénaristiques sur ce titre. Il est accompagné de bons dessinateurs, et puis je pense que si vous avez déjà lu les premiers épisodes et que vous êtes convaincu, faut finir. Voilà. C'est le tome 6, c'est le dernier tome. Pour replacer un petit peu dans la chronologie de l'histoire de Spider-Man, c'est après le passage Parker Industries, c'est-à-dire ce moment où Peter Parker devient chef d'entreprise. Certains diront qu'il devient Tony Stark, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas, il est patron d'une grande entreprise de la tech. Et puis, en fait, comme Dan Slott aime bien chambouler tout, au bout d'un certain temps, son entreprise sombre, lui aussi. Et là, il est il a plus de pognon, quoi, Peter Parker. Alors, on retrouve du coup le bon vieux Peter Parker sans fric. Bon, il peut se consoler parce que... Enfin non, il peut pas vraiment se consoler, parce que j'allais dire il peut se consoler avec sa nouvelle petite amie qui est Oiseau Moqueur, enfin Mockingbird, mais en fait non, ils ont rompu. Il a même plus de logement parce qu'il crèchait chez elle, et évidemment comme Peter Parker est un apo à emmerde, qui c'est qui revient? Sa némésis de toujours, Norman Osborn. Qui va redevenir le bouffon, et là c'est plus le bouffon vert, c'est le bouffon rouge, tellement on est original dans les noms de super-héros et dans T'as vu, j'ai pas fait de commentaire. Non, mais tu vois, je le fais moi-même, je fais l'autocasse, tu sais, du truc. Alors, je trouve que la fin de son run est un peu tristoun, c'est-à-dire c'est de moins bonne qualité, mais les dessins de Stuart Timonen sont à tomber, quoi. Enfin, moi j'adore son style. Donc voilà, lisez. Et alors, ce qu'il y a de pas mal avec les épisodes de Dan Slott dans les Deluxe, c'est que vous pouvez presque, je dis bien presque, ne pas forcément prendre au 1 et les lire 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez presque démarrer au tome 4 ou au tome 5. C'est suffisamment ouvert, je trouve, pour qu'on puisse rentrer dans les intrigues. Alors évidemment, si vous voulez tout comprendre, bon, faut tout lire depuis les années 60, mais pour le coup, je trouve qu'il y a des portes d'entrée qui sont assez faciles. Voilà, donc moi je serais client, je vous invite à faire de même, ou au moins à le feuilleter en librairie, vous allez en prendre plein les yeux avec Stuart Timonen. Et puis il y a aussi un épisode spécial, il y a l'annual non pas l'annual, il y a 801 de Marcos Martin, qui est un dessinateur qu'on voit trop peu souvent, malheureusement, chez les Big Two. Voilà, c'était je pense que c'est le dernier Spider-Man du mois que je vous conseille. Oui, c'est vrai, je regarde la liste, c'est le dernier. Il n'y a plus de Spider-Man dans ma liste. Et toi, Doup? Moi, je peux que parler de l'Omnibus Rom. Ah, je savais que tu allais en parler. C'est pour ça que je l'ai même pas mis. J'ai fait un petit pari. Je me suis dit, allez. J'en ai fait des articles partout sur l'Omnibus Rom. C'est une série qui est sortie donc fin 70, début 80 dans Strange, le magazine des vieux lecteurs. Puisque voilà. Une série qui avait été complètement charcutée parce que c'était un peu sale. Il y avait des monstres, il y avait des extraterrestres qui mangeaient des cerveaux, etc. On n'a jamais eu la fin en France. Marvel ne l'a jamais republié parce que c'était des questions de droit avec Hasbro, en fait. Et puis, Marvel a réussi à avoir les droits l'année dernière. Donc, ils ont republié l'intégrale des épisodes de Rome en 3 omnibus. Et Panini suit le mouvement et c'est très bien. Et ce premier omnibus, alors je vous conseille vraiment d'y aller. Les épisodes, ils ont pas tant vieilli que ça. Alors forcément, ça reste du comics fin 70, début 80, donc vous y trouverez moins de splash pages et puis de trucs un peu, voilà. C'est beaucoup moins décompressé. Les premiers, vraiment, là l'omnibus reprend peut-être les 25 premiers ou les 30 premiers épisodes. C'est le meilleur. C'est le meilleur de Rome. Au dessin, en plus, vous avez une unité graphique, puisque c'est ça le bout de schéma qui signe tous les dessins de la série.
Donc, à peut-être une exception près, un numéro, je sais plus. Ça reste très bien. Bill Mantlo, c'est quelqu'un il peut sortir des sombres merdes en scénario, vraiment des trucs abominables. Et puis, des fois, il a un petit peu des moments de grâce. Et il l'a sur Rome. Je sais pas quoi vous dire, achetez-le, c'est bien. En plus, vous aurez... On peut peut-être raconter quand même un tout petit peu le principe de l'histoire. Ouais, alors Rome, c'est un chevalier de l'espace, qui vient de Galador, une planète extraterrestre, et ils combattent les spectres noirs. Alors les spectres noirs, c'est des extraterrestres vraiment dégueulasses qui en fait peuvent prendre la forme d'humains, les tuent et les remplacent. C'est un petit peu des sortes de Skrulls, mais un peu plus vénères. Et donc Rome, son but, c'est d'exterminer, en fait. Alors, il les extermine pas, il les bannit dans une autre dimension, les spectres noirs. Et comme les spectres noirs ont envahi la Terre, et notamment la ville de Clairton, Rome arrive, et au départ, tout le monde le prend pour un méchant, parce que il tue des gens qui sont intégrés donc dans la ville, puisqu'ils ont pris la place d'humains. Donc, ceux qui le savent pas ont l'impression qu'il tue des humains. Et puis, au fur et à mesure, ça va devenir le héros de la ville. Sal Buscema, il est à son meilleur. Moi, c'est un de mes dessinateurs préférés aussi. Il est toujours intéressant, Sal Buscema. On sait qu'il est éclipsé par les dessins de son frère, John Buscema, mais Sal Buscema, lui, il a tout dessiné chez Marvel, tout, absolument tout. Et là, il s'en sort très bien. Il va beaucoup dépendre de ses encreurs. Au début, il s'encre lui-même. Et c'est très bien. Ensuite, je crois qu'il y a Jim Mooney, ou je confonds, je sais plus, un vieux de la vieille, qui va lui donner un style plutôt correct. Et là, vraiment, il va se battre contre Galactus. Vraiment, il y a des gros épisodes. Moi, je vous le conseille parce que ça reste encore très très bon. Je vous conseillerais aussi l'Omnibus 2 quand il sortira. Le 3 avec la fin de la série, vous pouvez peut-être passer, parce que c'est pas terrible. Mais vraiment, là, en attendant, vous avez des épisodes, et puis, pour la première fois en France, des épisodes qui ne seront pas censurés. Donc, allez-y, ça reste très, 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 très bon. Voilà. En même temps, la série n'ayant jamais été totalement diffusée en France, le 3e tome sera peut-être aussi celui qui sera la plus grosse curiosité, parce que ça va permettre à tout le monde de lire la fin de la saga. Ouais, mais Sal Buscema est remplacé par Steve Ditko, c'est l'enfer. Bill Mantlo s'en va, il est remplacé par Mike Carlin, qui ira ensuite chez DC. C'est une purge absolue. Les épisodes de Ditko, c'est une catastrophe. Mais là, ce tome 1, après, pareil, quand on a quasiment toute la série... forcément, on achète le tome 3 pour voir la fin. La fin, l'ancrage est de P. Craig Russell, qui est un très très bon dessinateur. Non, c'est Mantlo qui reste jusqu'au bout, je confonds. Mike Carlin, il avait repris Casa. Mantlo reste jusqu'au bout. Voilà. À noter que là, dans cette intégrale, sont réunis les épisodes 1 à 29 et puis un épisode de Power Man et Iron Fist. Ce sont des épisodes qui ont été publiés dans Strange 133, 159 pour les vieux comme nous qui les avons dans notre bibliothèque. À noter cependant que se dire je les ai déjà dans Strange, ça vaut pas le coup. Si vous vous amusez à comparer les épisodes, vous verrez que dans Strange, comme tu disais, c'était trop sombre pour l'époque, donc il y a eu énormément de coupes et énormément de retouches. C'est quasiment plus les mêmes épisodes, quoi. Non, ça n'a rien à voir. Il me semble qu'à un moment ils ont fusionné 2 épisodes en un. Enfin, voilà, là vous avez quand même vraiment du. Et puis Sal Buscema, il est à son meilleur. Là. Vraiment, il est au top. Et surtout, si vous êtes intéressé par Rome, c'est peut-être pas un achat que je vous conseille de reporter malgré le coup.
parce que l'omnibus, il est quand même à 70 €. Encore que c'est pas le plus cher des omnibus. Ouais, après, il est pas épais, hein. Il est pas Ouais, c'est pas très épais, mais il est pas dit que Marvel ait les droits éternellement sur Rome, hein, quand on voit le temps qu'il aura fallu pour le sortir. Ouais. Donc voilà, profitez-en, quoi. Ouais, et puis ça, alors, ça il est s'appelle, tellement attendu. Quand je vais sur des groupes de discussion ou des forums ou des groupes sur Facebook de vieux lecteurs de Strange, etc., c'est le truc attendu depuis des années, voire des décennies, quoi. C'est Donc, presque le comics du mois, hein, pour moi, hein, le Rome Omnibus. Après, attention, hein, il y a ce qu'on appelle, et tu as raison de le signaler, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence Shang-Chi Master of Kung Fu, où Marvel avait perdu les droits, Marvel les avait republiés, ils les ont pas tous ressortis, et du coup, on n'aura jamais la fin en republication non plus, parce que je crois qu'ils ont décidé d'abandonner. Donc, oui, il faudrait pas que... Voilà, Marvel les ressort en épique, hein, les Roms, là. ouais. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre parce qu'ils se sont dépêchés pour sortir l'intégrale de la série en 3 omnibus en moins d'1 an. Et sortir 3 omnibus de la même série en 1 an. Ouais. Ils ont fait la même chose pour les Micronautes, hein, qui va arriver dans pas longtemps aussi en France. En France aussi, ouais. Et ouais, allez-y, franchement, allez-y sur ce premier tome, vous risquez rien. C'est vraiment quali, hein. C'est vraiment de la très bonne qualité. Moi, j'en serais en tout cas, parce que ça m'est conseillé par tellement de gens. C'est très bien. Donc, et tu nous feras un retour sur Top Comics. Et moi, je dis rien, je vais faire mon crâneur, puisque moi, j'ai les épisodes en VO, monsieur, en single. Je m'étais ruiné pour avoir tous les épisodes en single. Et j'en suis très fier. Mais j'irai pas jusqu'à racheter l'omnibus. Voilà. Mais franchement, Rome, allez-y. Je les ai relus il n'y a pas si longtemps que ça. Ça reste encore de la bonne qualité pour du comics. On passe au suivant ? Ouais. Alors, le suivant, on est sur une réédition encore. Moi, j'avais noté un truc qui me plaît beaucoup, c'est dans la collection Must-Have chez Panini. C'est le Hulk, qui est le Hulk rouge, qui réunit les épisodes du Hulk 2008, de la série de 2008, épisode 1 à 5, ainsi qu'un épisode de Wolverine, un bout d'épisode 50, je pense. Jeff Loeb au scénario, Ed McGuinness au dessin. Que dire de plus ? Ça tabasse, quoi. Ed McGuinness, je pense que... Non, mais il pourrait dessiner l'annuaire, que de toute façon, je serais au rendez-vous, quoi. Donc voilà. Le principe, évidemment, c'était de cloner Hulk en rouge. C'est presque un travail de commande. Vas-y, Jeff Loeb, fais-nous un Hulk rouge. Ok, d'accord, on y va. Eh ben, ils nous font un Hulk rouge. Donc, c'est sortez les biscottos. C'est très bien. Enfin, moi, j'ai toujours aimé cette histoire. C'est déjà sorti en Deluxe en France. Hein. Ces épisodes ont déjà été publiés. Évidemment, la Panini les ressort juste les 5 premiers épisodes qui forment un récit complet, sachant qu'il y a encore des zones qui sont dans l'ombre. Hein, je veux dire, l'action qui est initiée dans le premier tome arrive à sa conclusion, mais il y a encore évidemment plein de parts de mystère liées au Hulk rouge. Mais pour 20,99 €, vous avez les tout débuts de cette série. C'est dommage parce que vous n'aurez pas la fin. Moi, je les ai en Deluxe. Ça tabasse aussi bien, hein, la suite. Il y a du Arthur Adams, etc. Mais là, on l'aura pas. Mais non, sincèrement, c'est vachement chouette. Hein. Enfin, moi, j'adore cette période de Hulk. Allez-y, voilà. Et on verra bien ce que donnera le film. Hein. Il sort dans quelques jours. Là, on enregistre. Il paraît qu'il y ait 3 minutes, le Hulk rouge dans le film. C'est ce que tout le monde dit, mais tu sais, entre ce qu'on dit, ces gens qui veulent dézinguer le film avant que... moi j'irai voir. Voilà, donc j'y vais en disant... Je ferai peut-être même un retour sur Top Comics si j'ai le temps dans mon emploi du temps, mais ça pourrait être bien de faire une réaction à chaud. J'irai le voir assez rapidement. Je pense aussi, parce qu'on sera le 14 et on sera pendant les vacances. Je serai en vacances, donc il y a peut-être possibilité. Ah bah moi aussi. Il y a peut-être même possibilité qu'on aille le voir. Alors peut-être pas tous les deux parce qu'on est trop éloignés géographiquement, mais qu'on aille le voir au même moment et qu'on en fasse une réaction à chaud au retour de cinéma. Mais n'anticipons pas trop. Encore quelque chose qu'on n'a pas tenté, ça, mais on aime bien tenter. On aime bien des défis, voilà. Voilà. Donc voilà, le Hulk rouge, cette collection Must-Have où Panini a annoncé qu'ils allaient réduire la voilure sur cette collection. En même temps, il commence à y avoir un sacré paquet de numéros. Mais c'est
bon, le prix est un peu élevé, 21 €, 6 épisodes, je trouve ça c'est un peu... Ça se lit en un quart d'heure. Hein, Ouais, voilà, mais c'est du bon. Il n'est pas dans ma liste, hein, vous l'aurez compris. Là, pour le coup, c'est surtout pour les destins de Jeff Loeb. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as dans ta liste d'autres, Doop ? Eh ben, moi, j'ai Strange, donc un volume. Alors, je sais pas dans quel format il sort, mais de luxe. Ce sont les épisodes assez récents où c'est Cléa qui prend le manteau de du sorcier suprême parce que le Docteur Strange est mort. Et alors vraiment, j'en attendais rien parce que c'est Jed McKay que je trouve pas bon moi en tant que scénariste. Enfin, disons que tout ce que j'ai lu m'a pas plu. C'est Moon Knight, j'ai pas aimé. La Chatte Noire, c'était pourri. Et puis là, j'ai tenté. Alors, j'ai pas tout lu. Hein, j'ai tenté les 2-3 premiers épisodes. Ouais. J'ai trouvé ça plutôt fun avec une Cléa vraiment super méchante. D'accord. Qui a pas peur d'envoyer, et elle, son but, c'est de ressusciter le Docteur Strange. Elle est accompagnée par Wong. Ça a tout pour me déplaire. Hein. Vraiment, tout ça, ça a tout pour me déplaire. Et j'ai tellement apprécié que les 2 épisodes que j'ai commandé, en fait, ce Deluxe. Donc, ça, c'est vraiment une série que je veux avoir, que je vais acheter ce mois-ci. Donc, ça méritait d'être là. J'espère que la suite est du même acabit. Il va y avoir aussi niveau dessin, c'est pas mal. Alors j'ai plus le nom du dessinateur que je connais pas du tout. C'est Marcelo Ferreira. Voilà, et qui sera accompagné ensuite par Lee Garbett, je crois. C'est ça. Et moi, Lee Garbett, j'adore. Donc ouais, ça c'est un des rares que je vais commander ce mois-ci dans la sélection. Voilà. Alors, pour petite info, petite anecdote, c'est un Deluxe qui contient des épisodes inédits. C'est-à-dire que ça n'est jamais sorti ailleurs. Ah non, c'est jamais sorti. C'est jamais sorti, ça sort directement en Deluxe. Comme les épisodes des 4 Fantastiques le mois dernier. Et pour vous dire, puisque moi j'ai tendance à aller surtout en VO si c'est moins cher, mais c'est pas moins cher en VO. Donc vraiment, en VF, c'est moins cher. Là, j'ai envie de lire, ça m'intéresse, j'y vais. Voilà. De 240 pages, 30 €. Voilà. Pour nos auditeurs. C'est l'intégralité de la série Strange. Oui, il y aura pas de tome 2. Hein. Non, c'est l'intégrale de la série. C'est exactement ça. Donc, j'avoue que j'ai failli. Je suis resté devant en me disant ah oui, peut-être que effectivement ça pourrait être pas mal, mais je l'ai pas mis dans ma liste. Voilà. J'ai fait la même. Je me suis dit ça va pas te plaire. Et puis pour un autre site où je fais aussi des sorties comics. J'ai commencé à lire les premiers et j'ai trouvé ça vachement bien en fait. Donc bon, écoute, on tentera. Mais du coup, tu me mets le doute. Tu vois, je me dis tiens, je tenterai bien. Moi, de mon côté, de quoi que d'autre que j'ai mis, c'est pas très français cette expression. Toujours les intégrales. Je suis toujours un vieux con qui aime les vieux comics. Il y avait encore dans la liste des sorties Panini de ce mois une intégrale qui me fait de l'œil, puisqu'on commence à arriver dans les intégrales de Captain America, dans une période, moi, qui m'intéresse, la période de Mathéis. Il y a quelques mois, c'était les épisodes de John Byrne qui étaient réédités dans cette collection. On a passé la période John Byrne, et derrière, c'est la période de Mathéis Magzek. Ouais. Et on y est, voilà. Ouais. C'est les épisodes 261-269. Et moi, je suis très curieux de lire ça parce que j'ai jamais lu. Donc, je peux pas dire que ça soit une recommandation. Je veux dire que moi, je mets une petite pièce dessus en disant que je pense que ça va être vachement bien. Moi, j'ai lu, puisque j'ai les Epic Collections en VO, moi. C'est pareil, c'est une période que j'avais pas. Alors, les dessins de Mike Zeck sont très très bons. C'est ce qui m'avait semblé dans la précédente intégrale. On a déjà ces premiers épisodes sur cette série. Et on s'arrêtera là. D'accord. De Mathéis, c'est pareil. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Il a fait de très bonnes choses. Il a aussi fait un peu du pas bon. Hein. Rappelons-nous ces Defenders. Hein, voilà. Là, on est plus dans le côté où c'est chiant à mourir. Vraiment. Ah ouais. Ouais. Moi, j'avoue que c'est vraiment pour les dessins de Mike Zeck que je suis curieux de lire. C'est bien. Franchement, la période de Mathéis, alors je vais peut-être me faire détruire par Fred le Molrat, un fan de Captain America. Si tu nous écoutes. Voilà.
Moi, j'ai trouvé ça chiant à mourir. Voilà. Je suis pas allé au bout. J'ai craqué. Et pourtant, d'habitude, t'es bon public. Hein. Enfin, ouais. C'était l'enfer. Et c'est pas péjoratif quand je dis ça. Mais, non, c'était pas bon. Voilà. Bon, en tout cas, moi, et après, à chacun de se faire une opinion. Hein. J'étais peut-être pas dans un bon jour non plus. J'étais peut-être pas d'humeur. En tout cas, moi, je suis très curieux de lire Mike Zeck parce que je lis pour un autre projet que nous avons tous les deux. Je lis du Mike Zeck en ce moment. Hein, oui. Voilà. Donc, je suis très curieux de voir de voir ces épisodes en français que je n'ai jamais lus en VO. Voilà. Non. Et en tout cas, c'est des raretés. Rien que ça mérite quand même de l'achat. Voilà. Ouais, et puis c'est de l'inédit. Hein. Enfin, c'est de l'inédit. Je crois que c'est de l'inédit. Ouais. Oui. Je te confirme. Ouais. Il y a apparemment, je lis que ça a déjà été publié dans Marvel Classic, apparemment, et dans Strange 215. Ouais, mais ça doit être deux ou trois épisodes. C'est ça. Marvel Classic, c'était la revue où on mettait quelques épisodes, donc je pense que ça doit être ça. Donc voilà. Qu'est-ce que tu as mis d'autre de beau dans ta liste, Doupe ? Moi, j'ai les magazines X-Men, qu'on va bientôt commenter. Les tomes 3 et 4, les tomes 1 et 2 étaient plutôt pas trop mal. Moi, j'ai envie de voir jusqu'où ça va, j'ai envie de voir ce que ça donne, donc je serai au rendez-vous pour les X-Men 3 et 4 aussi, avec, je crois, c'est Exceptional X-Men qui s'appelle, ou Extraordinary X-Men, je sais plus, qui me font envie. Ben nous a dit beaucoup de bien de la série Dazzler, donc là aussi, j'attends de voir. C'est Exceptional X-Men 1, Wolverine 1, X-Men 3, Phoenix 2, X-Force 2 et Phoenix 2. J'ai l'impression de donner les résultats d'un match. Et X-Men 2-3, X-Force 3, NYX 3, X-Factor 2, Dazzler qui fait son apparition et X-Men 4. Donc en fait, c'est les apparitions des séries Dazzler, série ou mini-série, Dazzler, Exceptional X-Men, Wolverine. Voilà. Et après les autres, c'est dans la continuité des deux premiers tomes. Eh ben moi, je paye. Je paye pour voir, moi. Alors moi, Benjamin nous avait dit, je ne sais plus si c'était hors micro ou pendant l'enregistrement, que Dazzler c'était intéressant aussi. Donc c'était hors micro, ouais. Moi, je fais confiance à Benjamin et si c'est pas bon, vous irez voir du côté de Ben Webb et on vous le dira parce que on fera probablement une émission, un podcast spécial sur ces deux volumes de X-Men. Vu le très bon accueil que vous avez fait au podcast consacré aux X-Men, on continuera à explorer ce nouveau monde des X-Men avec vous. Voilà. Ouais. Et là, dans le même ordre d'idée, j'y vais parce que c'est à peu près pareil. Je prendrai le Ultimate Universe tome 3, me semble-t-il. Qui est le même format, c'est-à-dire avec des épisodes des univers Ultimate. Moi, pour l'instant, j'accroche bien, à part les X-Men de Peach Momoko que je comprends pas, mais le reste me plaît plutôt bien, notamment le Spider-Man de Hickman. Donc, je continue là-dessus. C'est aussi sur ma liste, moi, ce Ultimate Universe. Alors moi j'ai pas craqué pour l'Ultimate Universe parce que d'abord j'ai pas lu le préambule, la Ultimate Invasion. Moi non plus et ça m'a pas gêné. Ça t'a pas gêné, d'accord. Et voilà, Ultimate. Je suis déjà en train de racheter les Ultimates, l'univers Ultimate dans la collection Hachette là. Voilà, ça fait trop de Ultimate tue le Ultimate. J'ai quand même des échos comme quoi c'est un peu mais encore une fois, là, pour le coup, c'est pas mon avis, c'est des échos que j'ai eus. Personne ne comprend ce que fait Peach Momoko, apparemment, sur les X-Men. Mais j'espère que. Je suis pas sûr qu'elle comprenne. Ce que fait Hickman et Checheto, ou Cheketo, ou Keketo, je ne sais pas comment on le dit, on va le prononcer à la française, Checheto. Voilà, a priori, c'est séduisant, et puis j'ai l'impression que c'est quand même un petit peu lent, quoi, comme. Non, ça va. Non, moi, c'est les échos que j'ai, et le reste, j'avoue que j'ai pas d'avis sur le. Pareil, là tu vois, j'ai lu les deux premiers qui m'ont bien plu, les deux premiers numéros. Ouais. Je paye encore pour voir pendant, j'irai je pense jusqu'au 5-6, la fin des premiers arcs. Ouais. Et là je verrai, mais là pour l'instant moi ça me donne envie de continuer. Et j'aime beaucoup ce format. J'aime beaucoup ce format bimensuel ou mensuel, avec genre 6 épisodes pour 15 balles, 16 balles.
Ça le fait. J'aime bien la version souple. J'aime bien les comics souples, en fait. Ça me fait penser à Strange, et comme on est des vieux cons, hein, puisque c'est la thématique. Et moi j'aime ça. Voilà. On devrait appeler cette émission Les Vieux Cons Comics. Voilà. Ouais. Moi, qu'est-ce que j'ai mis Attends, je reprends ma petite liste. Voilà, on rigole. Et puis, j'ai acheté The One Hand and the Six Fingers, le tome 1. J'ai beaucoup aimé le tome 1. Mais c'est très bon. Ma chronique est en cours d'écriture, le podcast est en cours d'enregistrement. Le tome 2 sort tout à la fin du mois de février. Et j'avoue que le suspense est assez insoutenable à la fin du premier tome, donc je suis très curieux de lire le tome 2 le deuxième épisode de chacune de ces histoires. Ouais. Rappelons le principe, hein, ce sont 2 histoires croisées. Il est assez compliqué de lire qu'une seule des 2 histoires, puisque c'est infaisable. Hein, voilà, en réalité c'est une seule histoire où à chaque chapitre on change de point de vue. Ouais. Et donc on a dans le futur on a un flic à la retraite qui va mener sa toute dernière enquête, son ultime enquête. Il cherche un tueur un peu particulier, puisque c'est un type qui, sur les lieux du crime, laisse une espèce de code un peu étrange, hiéroglyphique, je dirais. Et il découvre dans le tome 1 que ce tueur a une particularité au niveau des mains, un peu qui le différencie des autres. Et surtout, notre policier cherche à comprendre qui est ce tueur et pourquoi il agit ainsi, parce que, attention, il a déjà arrêté un tueur du même acabit par le passé. Il en a même arrêté un. Il en a même arrêté un deuxième. Et donc, qui avait le même modus operandi en laissant les mêmes codes sur les murs. C'est ça. Et là, boum, au moment où il part à la retraite, le mec, pas de bol, c'est sa fête de départ et tout. Et paf, il y a un 3e tueur qui réapparaît. Le voilà obligé d'enquêter. Ça, c'est pour la partie One Hand. Et dans The Six Fingers, nous suivons un type qui, une espèce d'archéologue qui est un peu barré dans sa tête, et on pense très furieusement que c'est lui le tueur. Et voilà, donc on a en tout cas sur le premier tome, on avait ce chassé-croisé où on avait ces 2 personnages qui à un moment donné se rencontrent, se percutent même, je dirais très très précisément. Et je suis assez curieux de voir comment ça va se dérouler dans le tome. Alors moi j'ai lu la VO, hein, puisque j'ai lu tous les épisodes. La fin est très bien aussi, hein. Donc ça va rester très bien jusqu'au bout, si ça plaît. On risque donc d'avoir 6 sélections comics avec à chaque fois voilà. The One Hand and the Six Fingers dedans. À noter que donc c'est du souple, hein. On se posait la question dans la sélection du mois de janvier. C'est bien du souple, hein. C'est 7 € et quelques, et il est bien prévu qu'il y ait un fourreau à la fin pour les mettre tous à l'intérieur. Enfin, voilà. Donc ça fera un beau produit. Mais comme tu le faisais remarquer, et comme je le redirai probablement dans le podcast, c'est vrai que ça fait tout cumulé, ça fait un petit peu cher par rapport à un album standard, comme tu l'avais fait remarquer au mois de en VO, moi je l'ai eu à 19 €. Voilà, et on vous laisse calculer 6 fois 7,90 €, on vous laisse faire le calcul. Voilà. Est-ce que toi tu as un autre titre? Moi il m'en reste qu'un, moi. D'accord, vas-y. Il me reste Captain America, la vérité. D'accord, effectivement. Je me disais, je trouvais bizarre que personne ne l'ait sorti. Voilà. Là aussi, gros comics, totalement inédit. Si, ça a déjà été publié. Hein. Ah non. Alors, en tout cas, il y a des bouts qui ont été publiés dans quelques albums. Ah là, je peux t'assurer qu'il est inédit en France. Alors peut-être ils ont pris un bout. Peut-être pas l'intégralité, mais en tout cas, il y a une partie. Non. Alors c'est une mini-série qui date de presque 15 ans, je crois, maintenant. De Robert Morales, donc qui était un journaliste en fait très engagé, qui est décédé depuis. Et vraiment, lui, il a pas peur de taper là où ça fait mal. Alors, on va encore nous sortir le wokisme. Les gars, c'était il y a 15 ans, le mot wokisme n'existait même pas, hein, donc foutez-nous la paix. Lui, il avait pas peur de taper. Par exemple, il faisait Captain America à Guantanamo, donc c'est un récit qui est très très engagé. Ouais. Et donc là, il décide de nous raconter et de nous dire que clairement, quand Steve Rogers il a eu le sérum du super soldat, il y a certainement eu d'autres essais avant. Et sur qui on va les faire? On va les faire sur des troufions noirs, hein, à l'époque, donc qui sont dans l'armée des États-Unis et qui sont un petit peu ostracisés. Donc là, on reprend vraiment une période historique, hein,
qui reprend aussi, il me semble, une certaine histoire de vaccin qui avait été fait sur des Noirs à l'époque. Donc là, on est dans les années 30-40, qui avait causé de graves maladies. J'ai plus vraiment les détails en tête. Donc, il reprend un petit peu cette histoire-là, voilà. Ouais. Donc, Robert Morales, c'est quelqu'un qui écrit vraiment très bien. Et donc là, il va nous livrer l'histoire de tous ces soldats noirs. Il y en a 3 à qui on injecte le sérum du super soldat. Les différents effets qu'ils vont avoir. Il y en a qui vont mourir, il y en a qui vont pas supporter. Et puis, il y en a un qui va fonctionner. Et donc, ça devient clairement le tout premier Captain America, avant même Steve Rogers. Et c'est vraiment très bon. Alors, les dessins sont signés Kyle Baker. Et là, je pense que ça va refroidir pas mal de monde. Parce que c'est des dessins qui sont extrêmement cartoony. Vraiment, c'est très exagéré. Il y a aucune proportion qui est respectée. C'est tout sauf réaliste. Je pense que ça risque de rebuter pas mal de monde et je pense que c'est pour ça que Panini l'a pas sorti avant. Parce que vraiment c'est spécial, les dessins. Moi j'aime beaucoup. Ça apporte de fait un espèce de décalage avec la noirceur de l'histoire. Et puis c'est Kyle Baker. Kyle Baker, c'est pas n'importe qui. Pour moi, c'est la BD du mois. D'accord. Ah oui, carrément. Ouais, clairement. Là, pour moi, mais même ce truc-là, c'est-à-dire que Captain America, la vérité, alors, sincèrement, ça reste largement, je dirais que c'est peut-être même la meilleure histoire de Captain America. Point. D'accord. Alors, ça ressort parce qu'il y a le film, et je crois que dans le film, il y aura Isaiah Bradley, donc qui sera ce premier Captain America noir. Je pense qu'il y est dans le film. Alors, en fait, je crois qu'il était déjà dans la série télé Captain. Peut-être. Oui. Je crois qu'il apparaît déjà. Raison, mais j'avais oublié l'existence de cette série. Du coup, mine de rien, Isaiah Bradley et ses petits-enfants, puisqu'il y en a un qui doit faire partie des Young Avengers. C'est ça. C'est un personnage qui est présent dans les comics Marvel. Et vraiment, je trouve que le récit est dur. Le récit est vraiment difficile. Les dessins sont vraiment difficiles d'accès, mais alors, la vache, vous allez vivre un truc, quoi. Si vous lisez ça, vous allez vraiment vivre une grande expérience et je vous souhaite de l'apprécier autant que ce que moi, ça m'a vraiment bouleversé. Retourné, ouais. Je crois, alors, au vu de ce que je peux voir là sur le visuel de couverture, j'ai le sentiment que Panini a mis les petits plats dans les grands parce que je pense que ça doit être un bel objet. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. On est dans la collection Marvel Prestige. Au moment où je t'en parle, tu vois, sur la page Facebook de Panini, ils diffusent des visuels. Tu sais, ils ont publié ces derniers temps des tomes avec un dos toilé. Voilà, et c'est dans cette collection-là, donc ça sera un grand format pour laisser. Oh la vache! Transparaître. Voilà. Vraiment, là, ils se font plaisir là. C'est ça. En même temps, c'est la bonne période, quoi. Je veux dire, c'est en ce moment, puisqu'il y a Captain America qui sort au Cinoche. Donc c'est vraiment le très très bon moment. C'est vrai pour rebondir sur ce que tu dis et je vais insister un petit peu plus. Ne vous fiez pas à la couverture de Joe Quesada. Non, voilà, parce que ça va pas être la même. Parce que la couverture de Joe Quesada, c'est Isaiah Bradley, tout muscle dehors, avec le drapeau américain, un bouclier, le costume de Captain America. Voilà, très bien. Mais par contre, les dessins à l'intérieur, ça n'a plus rien à voir avec ce que vous avez en couverture. Et je ne le dis pas pour critiquer. Le style de Kyle Baker, est vraiment très différent du comics mainstream. Mais c'est une œuvre qui vaut le coup d'être relu, re-relu et vraiment lu par certains. Voilà. Ce qui évitera peut-être des remarques sur Internet du mode Captain America, il est pas
noir. Enfin bon. Voilà, oui, mais c'était il y a 15 ans. Voilà. Quand tu m'as sorti 15 ans, je me suis dit, attends, ça fait si longtemps que ça. Et ben en fait, oui, je suis allé regarder, c'est 2003, quoi. Donc, c'est même pas 15 ans. Tu vois, c'est plus vieux que ça encore. 2003, la vache, c'est sorti en 2003. Ça fait plus de 20 ans, ça fait 22 ans, quoi. Donc, voilà. Donc, laissez-nous tranquille avec le wokisme, ça n'existait pas. Voilà. J'aimerais bien qu'un jour on me définisse ce mot, ça serait intéressant parce que j'arrive pas, personne n'est capable. Moi, j'ai 2009, j'ai 2009, moi. Ah ouais, moi j'ai eu 2003, tu vois. Donc le 2009 c'est peut-être une réédition, donc je sais pas, mais moi j'ai bien. Oui. Non, t'as raison. Non, je te confirme, c'est 2003. Je suis en train de feuilleter les singles. C'est le trade paperback qui est sorti en 2009. De rien, il a fallu 6 ans pour le sortir. Ouais. Mais à l'époque ça avait fait du bruit. Enfin, il y avait déjà les petits réacs en mode oh là là quoi, Captain America. En fait, il était le premier était noir. Bah oui, voilà. Donc voilà, mais le mot wokisme. Et il y a une réalité historique, c'est ça qui est très bien. Bien sûr. Autant on peut critiquer des fois, et je suis le premier, moi, c'est pour ça que j'ai pas de mal à le dire. Moi, je suis le premier des fois à critiquer un petit peu la diversité forcée qu'on peut mettre dans les comics, juste parce que il faut absolument mettre quelqu'un là et c'est mal fait et c'est mal écrit et ça dessert, moi, je trouve justement ce truc-là. Autant là, il y a une vraie réalité historique, c'est bien écrit, ça fait sens. Arrêtez de nous embêter avec ces histoires-là. Voilà. Exactement. On va redevenir un petit peu plus léger. J'ai ma tension qui monte. Oui. Dès qu'on emploie le mot woke, tu vois, d'un coup, j'ai la tension qui monte. Le dernier, alors ça va être beaucoup plus léger, effectivement. Moi, j'avais beaucoup aimé le début j'ai beaucoup aimé le début de l'Energon univers avec comment dire la saga Transformers. Et moi j'ai bien aimé les 2 premiers tomes VF de Transformers. Et je vais mettre une petite pièce, je ne l'ai pas lu, mais je mets une petite pièce sur Scarlett. Je suis très curieux de voir Kelly Thompson. J'ai lu le premier épisode. Les dessins sont pas mal. Après, Kelly Thompson, c'est ça ? Ouais, Kelly Thompson. Elle est rarement mauvaise. C'est du Kelly Thompson, ça marche, c'est fin, c'est léger, c'est plutôt marrant. Ça se lit sans déplaisir, Scarlett. Par contre, Destro, c'est pas bien, pour ceux qui voudraient. C'est un autre bouquin de l'Energon Universe qui sort. Destro, c'est vraiment pas bien. Donc oui, Scarlett, pareil. Je le fais pas parce que vraiment ça m'intéresse pas. C'est un univers qui m'intéresse pas du tout. Mais pour avoir lu les 2 premiers, c'est de l'espionnage. Ça va faire un petit peu penser à Black Widow, quoi. Ouais, les dessins sont sympas, l'histoire est sympa. Moi, j'irai pas plus loin que ça. C'est pas son meilleur, mais ça vaut le coup d'œil. Ça vaut le coup d'œil. Je vais mettre une petite pièce dessus. Voilà. Et moi, j'ai terminé pour mes sélections, pour les sélections du mois. Et si j'ai bien compris, toi aussi. Je ferais juste remarquer une petite chose. Il y a très très peu de titres DC Comics ce mois-ci à sortir. C'est la réflexion que je me faisais parce que je refaisais la liste des quasiment du Panini. On a quasiment que du Panini. Et je me faisais cette réflexion, je me dis mais on a loupé des trucs, et en fait j'affichais les sorties Urban Comics, donc le distributeur de DC Comics en France, et en fait il y a 2 titres, si je ne me trompe pas, 2 titres labellisés DC Comics qui sortent. Ça sera le 21 février, c'est le tome 3 de Dawn of GSA et le tome 7 de Nightwing Infinite. Ouais, alors Nightwing, j'aurais pu le mettre moi, parce que c'est la fin du run de Tom Taylor, qui a eu un gros coup de mou au milieu, mais ça reste quand même un des meilleurs runs de Nightwing depuis très longtemps. Lui, il a compris le perso. Toujours Redondo au dessin. Ouais, alors pas toujours, c'est un peu le problème, c'est que Redondo, il fait un épisode sur 2 ou sur 3 et c'est pénible, parce que parfois la qualité graphique n'est pas. Mais juste pour clore la série, moi je trouve que c'était très bien. Et si j'avais eu la place, j'ai eu de très très bons échos sur Redcoat. Ouais, alors ça j'ai lu, j'ai détesté. Ah, bon bah.
Enfin, Comme quoi, on fait bien d'en discuter. ouais, j'ai lu le premier épisode, j'ai trouvé ça mauvais, c'était horrible. Ça se veut drôle, ça l'est pas. Alors, apparemment, faut persister un peu. Moi, je t'avoue, j'irai quand même lire le. Comme ça, je pourrais dire du mal de Geoff Jones. Hein, Oh, il est mauvais cet homme. Voilà. Quel malin la bite. Voilà. C'est Geoff Jones et Brian Hitch quand même. Ouais, Brian Hitch, ça va. Il est revenu, ça y est. On l'avait perdu à un moment, Brian Hitch, hein, avec des dessins dégueulasses. Je pense au Fantastic Four de Millard, par exemple. Ouais, je pense C'est à pas ce bon. Venom aussi qui était pas terrible. Hein. Donc, Ouais, là c'est plutôt bien. Après, le concept très bizarre. Le personnage, il est vraiment médiocre. C'est quelqu'un, on n'a pas envie de s'y attacher. Il rencontre des légendes, tout ça. Allez-y, je vous dirai ce que j'en pense, moi, quand je l'aurai lu. J'attends la sortie. J'ai lu le premier tome, enfin le premier épisode m'a vraiment laissé, mais alors froid, alors que tout le monde me dit que c'est génial. Donc je me dis qu'il faut peut-être que je persiste un peu, mais là, première impression, voilà, première impression pas très bonne. Ben, on va refermer cette sélection de février 2025. On se donnera rendez-vous au tout début du mois de mars 2025 à nouveau pour une nouvelle sélection. C'est vrai que là, cette fois-ci, nous l'avons enregistré assez tôt dans le mois pour que vous puissiez l'avoir très 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 rapidement cette sélection. Quelques petites actus, Doup, du côté du Doubverse, que se passe-t-il? Du côté du Doubverse, je prépare 2 articles pour Bruce Lee, ou 3 maintenant, parce que j'ai voilà. Donc je prépare vraisemblablement les micronautes de Michael Golden. J'envisage sérieusement de faire aussi les BPRD Plague of Frogs, donc l'univers Hellboy. Et puis là, j'ai pas pu résister. Je me suis fait un petit plaisir. J'ai eu une bonne nouvelle il y a pas longtemps. Alors, je me suis décidé d'acheter les 2 omnibus Captain America par Nick Spencer, vous savez, avec le faucon je pense que je vais devoir en faire un article aussi, du coup, parce que c'est bien. Donc ça, c'est pour Bruce Lee. Pour Super Pouvoir, je continue mes critiques. Alors, j'ai lancé aussi, enfin, on a relancé, puisque ça existe depuis un petit moment, le 66.6, qui est un petit peu ce qu'on fait là, mais en un peu plus méchant. Voilà. Parce que là, on a décidé, nous, d'être positifs. Voilà. Donc, quand je suis très, très méchant, donc ça, c'est pour Super Pouvoir, qui est un petit peu, je prends tous les comics du mois et j'égrène. Alors, beaucoup, c'est très exhaustif, là, pour le coup, par rapport à ce qu'on fait nous. C'est un format différent, c'est à l'écrit, j'aime bien. Qu'est-ce que j'ai aussi? J'ai mon top 10 des meilleures séries télé à moi. Voilà. Oui, j'ai vu ça passer sur les réseaux sociaux. Ouais, qui sort sur Super Pouvoir aussi. Ouais, comme d'hab, hein, mon émission Radio Super Pouvoir, Radio Grand Ciel, mon émission Cinémag. Tout va bien. Ça n'est que dans notre univers. Attention. Oui, après, j'ai autre chose où je chronique Améthyste et tu l'auras un de ces 4. Je me dis que mars arrive, février, bientôt on est en mai et que peut-être tu me laisseras écrire ce fameux article sur l'Eurovision. Voilà. Oui, tu sais bien que j'accepterai. C'est l'article qui est au fond de moi depuis 3 ans. Voilà. Écoute, tu pourras le sortir. Je prends l'engagement de le publier si tu me le proposes. Je ne toucherai même pas une seule virgule. Je le publierai tel quel. Voilà. On essaiera de travailler le référencement pour être bien positionné dans Google. Ouais. Tu mets wokisme, ça marche très bien. Ouais. Tu sais, en ce moment, j'en peux plus. Entre la sortie de Captain America et tous ces sites de merde là qui font des infographies avec le Norman Osborn et le du dessin animé Spider-Man là, en mode regardez les différences qu'il peut y avoir, comme ça tous les petits réacs peuvent venir réagir et ça fait monter les vues des articles et ça fait donc éventuellement du pognon. Ça me gonfle quoi tu t'énerves. Ouais, je m'énerve, j'ai ma tension qui monte, je devrais pas. Franchement. Alors moi j'ai une très belle histoire si tu veux là-dessus. Je ne vais pas cacher au monde que j'ai un vrai travail. C'est vrai. Et dans ce vrai travail qui consiste à être devant des élèves, voilà, j'ai une collègue qui est très très jeune et comme moi je suis très très vieux et que je suis très très vieux con, en fait on s'aime beaucoup et du coup moi à chaque fois que je la vois je lui dis sale wokiste, tout ça, voilà.
Donc et elle me dit ouais, mais toi t'es qu'un vieux facho. Enfin bon, voilà. Mais vraiment, c'est pour rire, hein. C'est vraiment pour rire. Et un jour en classe, il y a un élève qui me parle donc de cette prof et moi je fais ah non, mais ça, de toute façon, les profs wokistes, ça je peux pas, voilà. Pensant que les élèves comprendraient. Ouais. Et en fait, il y a un élève qui est allé la voir l'heure d'après et lui a dit « Madame, le prof, il a dit que vous étiez une Wookie. » Une Wookie. Et ma collègue qui s'est pas démontée, qui a fait « Donc, comment ça, j'ai les poils? Mais je vais aller te voir. Dans un monde où, en fait, les Wokies n'existent pas, mais qui est rempli de Wookiees. Voilà, donc c'est qui nous donne petite anecdote. Voilà. Qui nous donne une définition de leur toi, ça te fait redescendre ta tension. Voilà, bon, c'est très bien. Merci, Doup. Je vais pouvoir passer une bonne soirée. Ouais. Eh ben, écoutez, moi, rien de particulier. Je continue à publier des sites sur Top Comics. Je continue aussi à enregistrer quelques podcasts par-ci, par-là. Et en ce moment, je suis en train de me relire. Je me suis mis en tête, va comprendre pourquoi, je me suis mis en tête de relire le run de Donny Cates sur Venom. Pardon? Non, mais et Ryan Stegman, là, les Deluxe qui sont sortis m'ont fait de l'œil. Moi, c'est la définition de l'enfer, ça. Bah, ça se lit bien. Moi, j'ai bien aimé, tu vois. En ce moment, je pense que je préfère lire n'importe quel comics de Rob Liefeld des années 90. Et ben, je pense que je ferai une chronique où je ferai un podcast et je te l'enverrai et tu l'écouteras. Voilà. Oui. Mais sincèrement, c'est des beaux Deluxe, ils sont bien épais. Moi, j'avoue que ça me. Et Ryan Stegman, ouais, ça avait une autre gueule que ce qu'il fait actuellement sur X-Men, je trouve. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tentacules, il y a beaucoup de trucs qui bavent avec des dents, de monstres qui font gnark, mais voilà, ne pas faire de vanne. Non, mais je suis dans le mood Venom là en ce moment, donc voilà, j'assume, voilà. Et Donny Cates, c'est pas le pire scénariste. Et puis je parle quand même à quelqu'un qui a fait toute une série d'articles que vous trouvez sur Top Comics sur les premiers épisodes de Venom et les premières sagas de Venom. Je vous invite à les. Et qui n'étaient pas bons non plus. Hein. Et qui n'étaient pas forcément beaucoup mieux. Hein, je me rappelle, je m'étais dit, et je t'avais dit, ouais, j'ai envie de faire toutes les mini-séries Venom. Toi, évidemment, tu m'avais dit, ok. Vas-y. J'ai commencé, c'était très bien. Les premières étaient sympas. Et puis, plus ça allait, plus j'étais là en me disant, oh la vache, mais jamais ça finit. Oh, c'était pas bien. Et ça n'a jamais fini, hein, puisque ça continue aujourd'hui. Si, j'ai tout fini. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que les sagas Venom, il y en a plein jusqu'à maintenant. Je crois que j'ai fait les 15 ou 16 ou les 17 mini-séries Venom jusqu'à l'arrivée de la série régulière. Ouais. Bah, je mettrai un lien sous la vidéo pour guider les internautes. Ouais, voilà, parce que tout est stocké sur Top Comics, donc n'hésitez pas à aller lire, ça fera plaisir à Doup. Voilà. Ouais, il en a sué sang et eau pour pouvoir vous offrir ses chroniques. Bon, on est arrivé au bout de cette émission. Ouais, mine de rien. Déjà 3 heures qu'on. À chaque fois, on se dit, oh, on va faire court. Et puis, ça fait 1h40 qu'on est là à papoter. Donc, bon, voilà. Mais apparemment, ça vous déplaît pas, les auditeurs, puisque les formats longs sont les formats qui fonctionnent le mieux sur la chaîne. Donc, ma foi, nos éditeurs ont beaucoup de temps pour écouter ou alors ils ont de longs trajets à faire. Voilà. Oui, et écoute, à la retraite peut-être. C'est ça, exactement. Non, je vous ferai peut-être aussi. Il est con. Je vous ferai aussi peut-être un petit topo le week-end prochain. Là, je vais à Angoulême voir l'exposition Marvel là de Xavier Fournier. Et je suis très curieux. Et j'en profiterai pour aller voir aussi l'exposition Superman. J'y vais le week-end prochain, là, le samedi. Je suis très curieux de voir ça. Je vous ferai peut-être un petit retour en podcast, ou en tout cas, sûr, je vous ferai un retour écrit avec des photos, etc. Mais c'est un des trucs que j'ai en préparation. Puis on a pas mal de petites choses en préparation sur Top Comics. Ce n'est que le début. On a plein de petits trucs, d'interviews et de petites actions un peu sympathiques que l'on vous réserve. Et la dernière va vous surprendre. Oui, un bon site putaclic que nous sommes. Exactement. Bon, sur ce, Doup, je te souhaite une très bonne soirée comme d'habitude. Ouais, et ben moi aussi. Et puis très bonne soirée ou très bonne journée ou très bon début de matinée pour nos auditeurs. On espère que vous vous êtes pas endormis pendant 1h40 là. Non, je pense pas. Bah, dites-nous, mettez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous aimez. N'hésitez pas à nous dire. Et n'hésitez pas à jouer le jeu de la sélection des 10 sélections. Vous aussi, mettez vos sélections en commentaire si vous le voulez. Faites pas les timides, on ne mord pas. En tout cas, pas encore. Moi, vu mon âge, je peux de moins en moins mordre.
Ou alors, il faut t'offrir un dentier pour que tu puisses. Voilà. C'est ça. Cotisez-vous. Bientôt, Bientôt vu. bientôt un Tipeee. Hashtag un dentier pour doupe. Voilà. Sur ce, tu sais que je serais bien capable de le mettre en Non, ça hashtag va aller, dans YouTube. ça va aller. Maintenant que tu m'as donné l'idée, Merci. tu sais en plus à quel point je suis joueur. Bon, allez, sur ce, bonne soirée. Merci Salut pour la tout le monde. bonne heure et à très bientôt. Salut, Do. Ciao, ciao.